Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de l'été. Bienvenue dans chaque édition. Nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier reportage de ces éditions. Dans ces tubes se trouvent quelques gouttes de salive provenant de patientes. Dans ce laboratoire, capable d'analyser plusieurs milliers de prélèvements chaque semaine, il est désormais possible de détecter l'endométriose en quelques jours. On extrait donc l'ARN salivaire. Cet ARN salivaire, on l'a amené dans cette pièce avec ces nouveaux automates pour qu'il soit conditionné, pour qu'après l'ARN salivaire soit lu au niveau donc, de séquençage de haut débit, pour transformer ces données biochimiques en données numériques, pour qu'après l'intelligence artificielle, les algorithmes qui ont été conçus par Zwick fassent leur travail et identifier les 109 biomarqueurs qui signent la présence ou l'absence d'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique qui affecte environ une femme sur 10, soit un peu plus de 2 millions en France. Aujourd'hui encore, elle est diagnostiquée, souvent par hasard. On en découvre de plus en plus chaque année parce que la principale difficulté de cette problématique, c'est d'avoir un diagnostic certain. On a des symptômes évocateurs ou dans certains cas, pas de symptômes. Et pourtant, il y a de la maladie ou il n'y en a pas. Donc c'est toute la difficulté du parcours qui met à peu près aujourd'hui 7 à 10 ans pour avoir un diagnostic. Ce test salivaire, qui est donc pas du tout invasif, qui permet un recueil rapide et un résultat en 10 jours, permettra d'éviter toutes ces chirurgies inutiles et de réduire au maximum le délai pour le diagnostic. C'est le début d'une nouvelle batterie de tests qu'on est en train de développer, qui vont s'intéresser à certains cancers, à d'autres maladies neurologiques, comme la maladie de Charcot. Donc c'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. La Haute Autorité de Santé, tout en reconnaissant l'innovation et les performances diagnostiques de ce test, souhaite mener une étude complémentaire sur plus de 3000 patientes qui permettra de recueillir les données manquantes aujourd'hui avant d'accorder un avis favorable au remboursement de droit commun prévu pour janvier 2025. Allez, une idée de lecture maintenant avec le premier roman de François-Xavier Lefranc. Le président du directoire de Ouest-France signe un formidable roman d'aventure consacré à Armand de la Rouerie, un héros breton de la guerre d'indépendance des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Ce militaire a également créé une association de défense de la Bretagne au début de la Révolution française. Christophe Rigaud a rencontré François-Xavier Lefranc sur ses terres. Je boirai mon sang, c'est l'épopée d'un héros breton que la grande histoire a un peu oublié. Le destin extraordinaire d'Armand de la Rouerie, un militaire qui décide en 1777 de traverser l'Atlantique pour participer à la guerre d'indépendance américaine. Un personnage romanesque et flamboyant qui a inspiré François-Xavier Lefranc. Il s'est battu pendant 7 ans aux côtés de Washington. Il est revenu en Bretagne. Il a monté un mouvement de conjuration contre-révolutionnaire et là, il était paria sur ses terres. Il est mort dans la clandestinité et il a été surtout décapité 5 semaines après sa mort. C'est-à-dire qu'il est mort dans la clandestinité, enterré au fond d'un bois et les représentants de la Convention l'ont retrouvé, l'ont déterré et l'ont décapité 5 semaines après sa mort. Armand de la Rouerie n'est pas un inconnu pour François-Xavier Lefranc. L'auteur a grandi dans le même décor que son personnage. Je suis né dans la ferme de mes parents et derrière la maison, il y a les grands arbres de la Rouerie qu'il a plantés en rentrant d'Amérique, des platanes, des tulipiers de Virginie qui sont aujourd'hui des arbres extraordinaires. L'horizon de mon enfance, c'était la cime des grands arbres de la Rouerie. Et je m'étais toujours promis un jour d'écrire la vie de ce type qui est vraiment un héros de roman, mais qui a existé. Le roman respecte les faits historiques. Mais François-Xavier Lefranc a surtout voulu mettre en lumière le héros breton. C'est un héros qui a marqué l'histoire de la Bretagne, qui a marqué à son échelle l'histoire aussi des États-Unis. Il est parti à 25 ans se battre pour l'indépendance, pour les 13 colonies. C'était pas rien à l'époque. On mettait 8 semaines à traverser l'Atlantique dans des conditions périlleuses. Je boirai mon sang est un grand roman d'aventure qui permet de redécouvrir un personnage emblématique de la
Éviter de faire appel à des produits industriels quand il est possible de les fabriquer chez soi. 3 jeunes en service civique de la mission Médiataire ont organisé un atelier pour apprendre à confectionner soi-même des produits d'entretien maison et efficaces. Une alternative plus éco-responsable et plus économique que nous présente Kezia Poudou pour notre partenaire 8 Mont Blanc qui s'est rendu à Lamotte-Servolex près de Chambéry. Saviez-vous qu'il suffit d'eau, de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude, de savon, de sel, de liquide vaisselle et d'huile essentielle pour réaliser une bonne partie de vos produits ménagers? C'est en tout cas ce que 3 jeunes en service civique de la mission Médiataire ont démontré au programme réalisation de dégraissants multisurfaces de nettoyants pour les vitres et les canalisations. Faire mieux et moins cher, c'est possible et c'est possible de les faire à la maison avec des produits tout à fait simples. Si vous achetez par exemple votre produit à vitre 3 €, vous faites 1 litre de produit pour vitre et vous en avez pour 40 centimes au lieu de 2, 3, 4 €. Donc c'est vraiment beaucoup d'avantages et ça marche aussi pour la lessive, ça marche pour des nettoyants multisurfaces, ça marche pour du liquide vaisselle. Donc vraiment sur une grande variété de produits, on a beaucoup d'économies. En plus de l'aspect économique, le fait maison peut être bénéfique dans le domaine sanitaire. En effet, les produits ménagers industriels peuvent contenir des produits chimiques agressifs, voire cancérigènes, des allergènes et des perturbateurs endocriniens. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là, ces recettes sont plus respectueuses de l'environnement. Ça évite de jeter des produits dans la nature ou des produits qui peuvent être dangereux pour l'environnement, qui peuvent être justement inflammables, corrosifs, toxiques. Fini donc les nombreuses bouteilles en plastique, tout peut être remplacé par des bocaux en verre. Ils étaient au total une quinzaine à s'initier à cette alternative et cela a plutôt eu l'air de leur plaire. Je trouvais qu'effectivement c'était une bonne initiative pour sensibiliser tout le monde et c'est vrai que j'ai appris des choses. Honnêtement, j'utilise le vinaigre blanc et le bicarbonate, mais j'aurais pas pensé faire ces mélanges-là. Les produits qu'on trouve sur le commerce sont toxiques, je pense. Je trouve que les recettes sont très simples à faire et c'est des produits que j'ai chez moi, quasiment tous. Donc voilà, pour les faire, il n'y aura aucun souci. Cet atelier est né d'un partenariat entre Lamotte-Servolex et l'association de service civique Unicité. C'est donc à travers la mission Médiataire que ces 3 jeunes sont intervenus dans la bibliothèque de la commune. Ça leur permet de faire un peu la main sur l'organisation de projets, sur le travail en équipe et sur une sensibilisation personnelle, une montée en compétence sur la transition écologique. Et pour la ville, ça permet d'animer la vie dans la ville. Proposer des animations aussi dans la transition écologique puisque la ville a une politique de transition écologique assez développée, notamment sur l'aspect sensibilisation. Tri des déchets, économie d'eau, d'électricité, ils ont donc pour mission de réaliser des ateliers en lien avec la transition écologique. Restons solidaires avec cette initiative de l'association Habitat et Humanisme qui a créé au Mans une escale solidaire dont le principe est simple. Les personnes qui souffrent d'isolement social peuvent venir préparer un repas et partager un moment de convivialité autour d'une table. Anthony Piton pour LMTV Sarthe a mis le couvert avec eux. Regardez. Tout commence par l'ouverture du frigo. On regarde ce qui est disponible, quels sont les légumes, les denrées disponibles et on décide de ce qu'on va préparer pour le repas. Les produits sont donnés à l'association Habitat et Humanisme par la Banque Alimentaire. Et pour les préparatifs, tout le monde met la main à la pâte. On a décidé de faire un gâteau à la carotte ce midi, une quiche au poireau. Chacun donne un peu ses idées et puis voilà, on trouve un compromis et puis on partage les tâches. Mais ce qu'on partage surtout ici, c'est le repas, pour un prix de 2 €. Ça m'apporte moralement, j'en avais besoin. Voilà, on essaie de garder contact, de échanger les numéros. Et puis si ça ne va pas, qu'on s'appelle, que voilà, on peut toujours il y a toujours une solution au problème, quoi. Le principe, c'est celui d'un lieu de rencontre, ouvert à tous, dans le but de recréer du lien social. Ceux qui sont un peu isolés peuvent venir prendre un café, se réchauffer, et on est là pour ça. On travaille aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et on travaille pour une réinsertion socio-professionnelle à travers différentes activités qu'on peut proposer. Et ça se termine autour d'un repas bien chaud, testé et approuvé.
Autorisé en France depuis seulement 3 ans, le MMA est en plein essor et cela se ressent dans les associations d'arts martiaux. Elle croule sous les demandes de nouveaux adhérents désireux de s'essayer au MMA. Certaines mettent en place des cours spécifiques. Regardez, pour Via Occitanie, Antoine Guillet nous emmène dans un club au cœur de Nîmes à la découverte de ces cours multidisciplinaires. Allez, c'est parti, un maximum de soumission en 1 minute. Rapide, rapide. Comme chaque lundi, c'est jiu-jitsu brésilien au Fighting Club nîmois. Hicham Bouguetaya n'enseigne pas de MMA, mais plusieurs disciplines utiles aux combattants dans la pratique des arts martiaux mixtes. On a préféré faire lundi, là, comme ce soir, c'est jiu-jitsu brésilien. Demain, ce sera kickboxing. Et vendredi, ce sera grappling MMA. Mais voilà, un seul cours de MMA, pour nous, on avait fait cette expérience-là, que ça... on n'arrivait pas à mettre en place tout l'aspect technico-tactique, l'enseignement, la pédagogie. Nombreux sont les jeunes combattants à se tourner vers le MMA, et si les clubs spécialisés sont rares, ils se retrouvent dans l'apprentissage de sports de combat composant direct du MMA. À la base, je voulais faire du MMA, mais j'ai découvert le jiu-jitsu, qui me passionne énormément aussi. Et bien sûr, je suis satisfait parce que chez Hicham, en plus, c'est complet. Donc on fait du pied-point, on fait du sol. Le jiu-jitsu brésilien permet aux combattants de travailler le sol. À la différence du MMA, les jiu-jitsukas portent des kimonos. Les prises et les techniques ne sont donc pas les mêmes, mais certaines passerelles existent entre les deux sports. Je sors de la garde, ouverture de garde, passage de garde, je prends une position dominante. Là le travail, c'est le travail de celui qui est dans la garde. Voilà, là le travail, ça va être celui-là, de passer la garde. Bon, là, il n'y a pas les frappes parce qu'on n'est pas en MMA, mais si on serait en MMA, ce serait la même chose. La pratique est en plein essor. Légalisée en France en 2020, on estime aujourd'hui à 60 000 le nombre de combattants, soit autant que pour la boxe anglaise. Un nombre qui ne devrait pas faiblir. Les organisateurs de combats s'arrachent de plus en plus les salles françaises et leurs combattants. Ouvrons maintenant une large page de ce grand JT consacré à notre patrimoine. Dans la Sarthe, je vous propose de découvrir, grâce à Enzo Maubert pour LMTV, ce petit musée peu connu et qui pourtant existe depuis plus de 20 ans. À Pruillier-l'Aiguillet, une poignée de bénévoles s'active pour sauvegarder outils et machines d'époque. Une manière pour eux de sauvegarder le savoir-faire de nos ancêtres. C'est un endroit où la rouille raconte l'histoire, celle de nos aïeux jadis briquetiers, tonneliers ou sabotiers. Là, on a 2 énormes machines en fonte qui ont permis, au début 20e encore, de fabriquer de façon mécanisée ce que nos anciens faisaient à la main avec des outils différents. Voilà 20 ans que Richard et d'autres bénévoles ont fondé ce musée en hommage au métier d'antan. La première chose, c'est sauver la mémoire. Et pour sauver la mémoire, eh bien, l'outil, la machine, l'instrument, c'est fondamental. On a trop d'outils qui sont partis à la ferraille, de bois qui ont été brûlés. Donc là, on est dans un lieu de mémoire, un lieu de sauvegarde. Effectivement. Des milliers d'outils, bien souvent donnés, parfois restaurés, témoins de savoir-faire implantés en Sarthe comme la fabrique de bardage. Tout simplement témoins d'une époque et d'un quotidien. On a des pièges pour prendre les taupes, on a la cisaille pour tailler la haie, on a aussi les accessoires de la cheminée, on a des trépieds. C'est à l'occasion du départ d'un paysan, quand il part à la retraite, il y a toujours du fourbi. Alors justement, le fourbi, c'est ce qui nous intéresse. Ce sont des outils souvent anciens, ils sont même parfois cassés, il manque un manche, etc. Ils ne servent plus à personne. Eh bien, ils vont garder un intérêt pour nous, ils vont être la matière de notre musée. Un musée en recherche de bénévoles et notamment de jeunes, car faire vivre ce patrimoine demande du temps. Les visites se font sur rendez-vous à Pruillier-l'Aiguillet. Direction les Vosges dans ce journal, où trompettes et tambours ont résonné au cœur de l'abbaye de Sénonne. Cet événement marquait le lancement d'un nouveau label vosgien, une marque de territoire nommée Principauté de Salm, en référence au comté de Salm de la Renaissance. Ce label est désormais intégré au patrimoine touristique exceptionnel de la région. Un reportage de notre partenaire Vosges Télévisions sur place.
S'inspirer de son riche passé pour bâtir l'avenir, trompettes et tambours ont résonné au cœur de l'abbaye de Senones, sous les regards bienveillants de Louis Charloton, prince de Salm, de Voltaire qui fut un hôte de ces lieux, notamment de cette ancienne bibliothèque du moine érudit Don Calmet, où les invités ont assisté au lancement d'une marque de territoire, Principauté de Salm, un nom en référence à cette époque qui voyait de 1751 à 1793 Senones être la capitale d'une principauté indépendante au cœur du royaume de France. Une marque, c'est un nom et une identité visuelle qui auront pour objectif de faire connaître la commune, son patrimoine, châteaux et abbayes en cours de restauration et ses alentours, 25 bourgs et villages qui ont écrit cette page d'histoire des Vosges au XVIIIe siècle. On connaît la principauté d'Andorre, la principauté de Liechtenstein. Qui connaît exactement les contours, les tenants et les aboutissants de la principauté de Salm? Même à l'école, ce n'est pas enseigné. Donc on veut réparer cet oubli. Et pour cette nouvelle marque vosgienne, Senones a obtenu le soutien de l'État via le laboratoire de la ruralité et des financements publics de l'opérateur national Atout France. Après un appel d'offres, c'est l'agence Alchimie de Saint-Dié-des-Vosges qui a décroché le marché, créé le label, son logo, sa couleur, un vert bleuté qui rappelle la nature vosgienne. La marque va désormais être diffusée. Dans un premier temps, on va mettre en place des outils digitaux, des outils imprimés qui vont permettre de donner vie à la marque Principauté de Salm. Et ensuite, on va la mettre à disposition de toutes les entités qui gravitent autour de la Principauté de Salm, que ce soit des acteurs économiques, que ce soit des artisans, des commerçants, ou comme je le disais, les anciennes communes qui faisaient partie de la Principauté de Salm. Et un autre enjeu principal, c'est de réussir à attirer aussi des nouvelles entreprises et des nouveaux habitants à venir sur place. Donc on est en train de travailler des outils dans cet esprit-là. 70 000 €, dont 45 000 de subventions, c'est le coût de la création de la marque Principauté de Salm, une voie princière sur laquelle s'est engagée la commune de Senones pour booster l'attractivité de son territoire. En Ille-et-Vilaine, des passionnés de la cité épiscopale de Dol de Bretagne et de son histoire se sont lancés dans la réalisation d'une maquette gigantesque afin de reproduire la ville telle qu'elle était au XVIIe siècle en s'appuyant sur les archives de cette ville. Et ce n'est pas une mince affaire, vous allez le voir, tant sur l'aspect technique que sur le plan historique. C'est un reportage de notre partenaire TVR à Rennes. Visiter sa ville à l'échelle 1/120e, ce n'est pas donné à tout le monde et le projet est vite devenu un lieu de rencontre et d'ateliers manuels surtout, car il faut assembler, enduire, poncer, peindre et décorer la centaine de maisons et de bâtiments historiques. Alors là, je suis en train d'enduire les murs d'une maison que l'on dit lambda, parce qu'elle n'a rien de spécifique par rapport aux maisons historiques. J'ai entendu parler du projet, j'ai trouvé que c'était un projet magnifique et j'avais vraiment envie d'y participer. 6 mètres par 3, c'est la taille que fera la maquette intramuros de Dol de Bretagne et c'est assez unique, différentes techniques sont utilisées par les bénévoles, comme l'impression 3D pour la cathédrale. Le meilleur exemple, le voici. Vous voyez, les arcades sont faites en impression 3D et les bâtiments, eux, sont faits en découpage laser. Nous avons une collaboration entre du maquettisme de base et du maquettisme des temps modernes. L'association d'histoire et du patrimoine du pays de Dol a choisi de représenter la ville sous son meilleur jour au XVIIe siècle. C'est une période qui présente tous les bâtiments essentiels de la ville de Dol à cette époque-là. On y retrouve les remparts, la cathédrale, l'église Notre-Dame, les halles, les maisons à pans de bois. C'est vraiment tout un patrimoine qui aujourd'hui, pour la majorité, a disparu. Cette maquette, en fait, ça permet de retranscrire l'histoire de cette ville depuis le VIe siècle jusqu'au XVIIe. Le travail d'orfèvre ne fait que commencer. Des mois de construction attendent encore les maquettistes passionnés. Après plus d'1 an de fermeture et une campagne de travaux de rénovation et d'amélioration, le château de Montron-les-Bains a pu abaisser de nouveau son pont-levis au public. Désormais, des activités interactives dernier cri sont possibles dans le musée et des tablettes permettent de visualiser en réalité augmentée à quoi ressemblait ce château de la Loire à l'époque médiévale. Pour TL7, Marie-Lise Pariot vous sert de guide, regardez. Rendez-vous dans un lieu magique, plein d'histoires, de cap et d'épée. À Montron-les-Bains, le château fort domine la plaine. Les visiteurs peuvent à nouveau se plonger dans les époques médiévales et Renaissance, les deux périodes qui ont marqué Montron-le-Fort.
Avant de découvrir les nouveautés du château, fermé pendant 1 an pour des rénovations, il faut passer par le musée, qui a lui aussi bénéficié d'un coup de jeune. Pratiquement toute la visite est ludique, en particulier pour les enfants. Il y a le jeu du moulin qui est ici. Et donc là, les gens, on a 2 tabourets parce qu'ils peuvent essayer et jouer. Ils ont la règle qui est juste à côté. Les restaurations du château étaient nécessaires. Une bonne partie du budget total des 1 500 000 € a été attribuée à la sécurité afin de consolider l'infrastructure ou de rénover les pierres. Oui, il y a eu plusieurs travaux de restauration. Il y a eu notamment donc, la rase des remparts qui a été entièrement retravaillée. On voit il y a une petite différence de couleur. Et dès les portes du donjon passé, l'ambiance du Moyen-Âge s'installe. Le donjon a été entièrement repensé. Il est maintenant tout réhabilité comme un logis seigneurial. Donc il y a 3 espaces qui ont été remeublés. Le mobilier en bois a été construit par le président de la troupe médiévale de l'Ost du Phénix, un artisan forésien. Et la grande nouveauté de la visite, c'est cette tablette, munie d'une application de réalité augmentée. Grâce à elle, le château en ruine se reconstruit. On est tous très heureux de pouvoir accueillir de nouveau du public dans le château, tout public en plus, hein, que ce soit des enfants jusqu'aux adultes. Et puis de revoir ce château revivre, pour nous c'est une victoire aussi. Exactement 500 ans après le mariage d'Artaud et Marguerite, illustres personnages ayant vécu au château, ils se tournent vers l'avenir avec des événements comme la fête médiévale et des activités tout l'été. Nous allons réfléchir pour l'année prochaine à une saison culturelle avec du théâtre, de la musique. Et puis bien sûr, pour continuer à attirer du public, il faut qu'on se renouvelle constamment. Donc on commence déjà à penser dans un coin de notre tête aux futures expositions temporaires, à avoir toujours quelque chose de nouveau à proposer. 1200 personnes ont déjà visité le nouveau château. Ils n'ont croisé ni fantômes ni squelettes, du fin fond des caves jusqu'en haut du donjon, à nouveau accessible. Terminons ce grand JT des territoires avec un endroit où il fait bon vivre. Je vous propose une balade découverte du petit village de Meilly qui est arrivé en tête du classement 2024 des villes et villages où il fait bon vivre. Dans la catégorie d'ailleurs des moins de 500 habitants pour la 4e année d'affilée. Ce petit village de Lorraine jouit d'une qualité de vie exceptionnelle. Visite guidée avec Mathéo Philippe pour Moselle TV. Patrice est arrivé à Meilly en 1992 suite aux mesures d'Édith Cresson souhaitant délocaliser un certain nombre d'entreprises parisiennes vers la province. Dès son arrivée, le Meillien s'est tout de suite fait adopter par les 308 habitants. Donc je suis assez content. Alors l'anecdote qui était extrêmement surprenante pour un Parisien, c'est que quand je suis arrivé, j'ai trouvé quelques jours après sur les marches de ma maison des pâtisseries en signe de bienvenue. Comme en Île-de-France, Patrice souhaitait habiter un petit village en bordure de forêt. 32 ans et un mandat de maire plus tard, aucun regret. Je suis arrivé ici et vous voyez que mon choix fut bon. Le village a gardé cette convivialité qui est particulièrement intéressante. Et puis alors, évidemment, ce qui fait, je crois, le fait que nous sommes le village le plus agréable à vivre, c'est que nous avons donc tout l'intérêt d'un cadre bucolique et on n'a qu'à prendre sa voiture ou les transports en commun pour être on est à 5 km, 6 km de la cathédrale de Metz. Le village est desservi régulièrement par des bus permettant d'atteindre le centre-ville en 15 minutes. Donc nous sommes à l'arrêt de bus, donc c'est la ligne 13. Donc l'avantage c'est qu'avant elle passait toutes les demi-heures et depuis 2 ans elle dessert Nouilly et Noiseville, ce qui nous a fait une affluence de bus supplémentaire. À proximité de l'hôpital Mercy et Robert Schuman, des écoles ou encore des commerces de Metz, la municipalité a un projet de 38 logements. Des habitations pour des retraités, mais surtout pour des cadres, catégorie socio-professionnelle la plus représentée. Aujourd'hui, l'immobilier se vend entre 3 000 et 3 500 € le mètre carré. Ce qui fait qu'on attire une population soit qui travaille au Luxembourg, soit des chefs d'entreprise. Là, on arrive rue des Jardins. Et rue des Jardins, on a effectivement la même population, puisque ce sont soit des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des gens qui ont un cadre, qui sont cadres dans des entreprises à proximité. Les cloches sonnent, pourtant ce lieu de culte est fermé depuis début décembre. Donc voilà, nous sommes dans notre patrimoine de l'église, donc monument historique classé du XIe siècle.
Nous avons eu des problèmes d'infiltration d'eau et donc depuis le 6 décembre, nous avons hélas été obligés de faire un arrêté. Et là aujourd'hui, on attend des subventions de la DRAC, des subventions de la région, un peu de partout, et surtout des dons pour pouvoir la rouvrir rapidement parce qu'on ne peut plus organiser nos mariages, nos baptêmes. Labellisé 3 fleurs, ce village vert propose aussi de nombreuses activités pour les villageois. Une commune agréable et dynamique qui se glisse à la première place des villages de France de moins de 500 habitants, où il fait bon vivre. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.